Salut à tous, à toutes. Merci de vous être connectés. Bienvenue dans ce premier live de Aux confins de ton canapé qui sera suivi, je l'espère, de nombreux autres. Je suis dehors sur mon balcon, donc vous risquez d'entendre les bruits du monde extérieur, même s'ils sont un peu réduits en ce moment. Il y a quelques voitures qui passent, il y a des voisins qui écoutent de la musique, donc pas d'inquiétude. Il fait froid, c'est pour ça aussi que j'ai une grosse capuche. Et il pleut, ça rappelle un peu l'Angleterre, ça nous met dans l'ambiance, c'est bien. Donc dans le premier post qu'on a publié, vous avez pu retrouver sûrement des petits éléments de contexte qui vous permettent de remettre un peu ce roman dans son contexte historique et social, ce qui peut être intéressant avant de commencer la lecture. Et j'en profite également pour vous préciser que le roman est structuré en deux grandes parties. Donc on va commencer bien sûr par la première, qui s'intéresse à la disparition du fameux diamant. Et également pour vous dire que c'est un roman qui est en fait une narration à plusieurs voix, c'est-à-dire qu'au fil du roman, vous allez avoir plusieurs narrateurs qui vont se succéder pour vous raconter l'histoire. Narrateurs qui sont aussi les personnages du roman, donc que vous allez découvrir au fur et à mesure de notre lecture. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien, et si vous êtes tous prêts, on va commencer la lecture de La Pierre de Lune. Et on commence tout de suite avec le prologue. Excusez-moi. J'ai mon petit verre d'eau aussi à côté, voilà, très important. Donc le prologue, L'assaut de Seringapatam, 1799. Et l'auteur vous précise que c'est un extrait de papier de famille. J'adresse ces lignes écrites dans l'Inde à mes parents d'Angleterre. Mon but est d'exposer le motif qui m'a fait refuser ma main et mon amitié à mon cousin, John Herncastle. La réserve que j'ai gardée jusqu'ici sur ce chapitre a été mal interprétée par plusieurs membres de ma famille, à la bonne opinion desquels je tiens. Je les prie de suspendre leur jugement jusqu'à ce qu'ils aient lu ce récit, et je déclare, sur l'honneur, que ce que je vais écrire ne renferme que la plus stricte vérité. Le différend entre mon cousin et moi s'éleva lors d'un grand événement militaire auquel nous prîmes part tous deux, l'assaut livré à Seringapatam par le général Baird le 4 mai 1799. Pour aider à l'intelligence de l'histoire, il faut que je me reporte à l'époque qui précéda l'assaut, et au bruit qui courait dans notre camp, sur l'or et les joyaux entassés dans le palais de Seringapatam. Une de ces légendes, et la plus bizarre d'entre elles, se rapportait à un diamant jaune, pierre précieuse et célèbre dans les annales de l'Inde. À en croire les plus anciennes traditions connues, ce diamant aurait été enchâssé dans le front de la divinité indienne aux 4 mains qui est l'emblème de la lune. Le nom de Pierre de Lune, sous lequel il continue à être désigné jusqu'à ce jour dans l'Inde, lui vient de sa nuance singulière et aussi de la croyance superstitieuse en vertu de laquelle, placé sous l'influence de la déesse dont il était l'ornement, il était censé pâlir et reprendre son éclat suivant la croissance et la décroissance de la lune. J'ai entendu raconter qu'une semblable croyance existait en Grèce et à Rome. Toutefois, elle n'avait pas pour objet, comme dans l'Inde, un diamant consacré à un dieu, mais une pierre d'un ordre inférieur et dont la transparence et les divisions intérieures rappelant celles de la lune étaient supposées en suivre les variations. De là serait venu à cette espèce d'onyx son nom de pierre de lune, sous lequel elle reste connue des amateurs modernes. Les aventures du diamant jaune commencent au XIe siècle de notre ère. À cette époque, le conquérant mahométan Mahmoud de Ghizni arrive dans l'Inde, et il s'empare de la cité sainte de Somnath, et dépouille de ses trésors le fameux temple qui avait été depuis des siècles le lieu de pèlerinage des hindous et la merveille de l'Orient. De toutes les divinités révérées dans le sanctuaire, le dieu de la lune seul échappa à la rapacité mahométane. Sauvé par 3 brahmines, le dieu qui portait le diamant jaune sur son front fut enlevé pendant la nuit et transporté dans la seconde des cités sacrées de l'Inde, la ville de Bénarès. Là, le dieu placé dans une salle incrustée de pierres précieuses, abrité sous un toit supporté par des pilastres d'or, reçut les adorations de ses fidèles. Dans ce sanctuaire, la nuit même où il fut achevé, Vishnu apparut en songe aux 3 brahmines. Le dieu dirigea son souffle sur le diamant de l'idole sacrée, et les brahmines prosternés se voilèrent la face. Vishnu ordonna que désormais le diamant de la lune serait gardé jour et nuit, alternativement par 3 prêtres, et ce jusqu'à la fin des siècles.
Et les Brahmines l'entendirent, et ils s'inclinèrent devant sa volonté suprême. Le dieu prédit un désastre mortel à ces présomptueux pour porter ses mains sur les joyaux sacrés, ainsi qu'à tous ceux de sa maison et de son nom qui hériteraient du fruit de ce sacrilège. Et les Brahmines font inscrire l'arrêt divin en lettres d'or sur la porte de l'enceinte consacrée. Les siècles suivirent les siècles, mais de génération en génération, les successeurs des 3 Brahmines veillèrent nuit et jour sur l'inestimable diamant de la lune. Et nous arrivons ainsi au XVIIIe siècle, dont les premières années virent le règne d'Aurangzeb, empereur des Mongols. Il donna le signal de nouvelles rapines et de la destruction des temples dédiés au grand Brahma. Le sanctuaire du dieu aux mains multiples fut souillé par le massacre des animaux sacrés. Les images des divinités furent brisées, et enfin, le diamant tomba entre les mains d'un officier supérieur de l'armée du Mongol. Impuissants à ressaisir leur trésor à main armée, les 3 prêtres gardiens se déguisèrent pour le suivre et le surveiller à distance. Les générations se succédèrent. Le guerrier sacrilège périt misérablement. Le diamant, portant toujours sa malédiction avec lui, passa d'un infidèle à un autre. Mais les prêtres ne se départirent jamais de leur mission, guettant patiemment le jour où la volonté de Vishnu les ferait enfin rentrer en possession de leurs joyaux sacrés. Le XVIIIe siècle s'achevait lorsque les pérégrinations du diamant le mirent aux mains de Tipo, sultan de Seringapatam, qui le fit enchâsser aux mains d'un poignard et placer dans son arsenal, comme une de ses armes les plus précieuses. En ce lieu même, demeure du sultan, les 3 Brahmines veillèrent sur la pierre de la lune. On racontait que 3 officiers de la maison de Tipo, étrangers et inconnus, avaient gagné sa confiance en se conformant aux apparences du rite mahométan, et que ces 3 hommes n'étaient autres que les prêtres déguisés. Ainsi, chacun dans notre camp se contait l'histoire fantastique du diamant. Elle ne fit d'impression sérieuse que sur mon cousin, qui était disposé à y croire par son amour du merveilleux. La nuit même de l'assaut donné à Seringapatam, il s'emporta ridiculement contre moi et contre d'autres camarades pour avoir traité le tout de fable. Une dispute fâcheuse s'ensuivit, et l'irascible caractère d'Encastle lui fit perdre son bon sens. Il débita 1000 fanfaronnades et dit que si l'armée anglaise prenait la ville, nous verrions tous le diamant à son doigt. Un éclat de rire général salua cette déclaration, et l'affaire en resta là, du moins à ce que nous crûmes tous alors. Arrivons au jour de l'assaut. Dès le commencement de l'action, mon cousin et moi fûmes séparés. Je ne le vis ni au passage de la rivière, ni lorsque le drapeau anglais fut planté sur la brèche, ni enfin au moment où, passant le fossé, nous entrâmes dans la ville, disputant chaque pouce de terrain à nos ennemis. À la tombée de la nuit seulement, Earncastle et moi nous nous rencontrâmes, après que, la place étant conquise par nos troupes, le général Baird eut trouvé lui-même le corps de Tipo sous un amas de morts et de mourants. Nous faisions partie tous 2 d'un détachement chargé par le général d'empêcher le pillage et les scènes de désordre inhérents à la prise d'une ville. Les traînards du camp se livraient à de déplorables excès. Enfin, les soldats découvrirent malheureusement, par une porte non gardée, le chemin de la salle du trésor, et une fois qu'ils y eurent pénétré, s'y gorgèrent de joyaux et d'or. Earncastle et moi nous nous trouvâmes réunis dans la cour extérieure du trésor, cherchant à faire respecter la discipline par nos soldats. Je m'aperçus sur l'heure que la violence de mon cousin était encore surexcitée par les scènes de carnage que nous venions de traverser. À mon avis, il était tout à fait incapable de remplir la mission qui nous avait été confiée. Il y avait passablement de désordre et de confusion dans la salle du trésor. Toutefois, je ne remarquai aucun acte de violence. On eût pu dire que nos hommes pillaient avec la gaieté d'enfants en vacances. Ils échangeaient des jeux de mots, des plaisanteries, et l'histoire du fameux diamant revenait en scène sous forme de lazzi. « Et qui a pu trouver la pierre de lune ?» Ce refrain était incessant, et ne s'arrêtait parfois que pour redoubler sur d'autres points non encore explorés. Pendant que j'essayais vainement de remettre un peu d'ordre parmi cette troupe surexcitée, j'entendis des cris effroyables s'élever de l'autre côté de la cour. J'y courus, redoutant que les soldats n'eussent trouvé sur ce point un nouvel élément de destruction. Je parvins à une porte ouverte et vis les corps inanimés de 2 Indiens que, à leur costume, je reconnus pour être des sous-officiers du palais. D'autres cris partant de l'intérieur, je me précipitai dans une pièce qui paraissait être un arsenal. Là, un autre Indien, mortellement blessé, s'affaissait aux pieds d'un homme dont je n'apercevais que le dos. Celui-ci se retourna en entendant mes pas.
et je reconnus John Herncastle, une torche dans une main, et dans l'autre, un poignard ruisselant de sang. Une pierre, disposée en pommeau à l'extrémité de la poignée, étincelait de 1000 feux à la lueur de la torche. L'Indien mourant se soutint sur les genoux, désigna le poignard tenu par mon cousin, et dit en langue hindoue « Le diamant de la lune tirera vengeance de vous et des vôtres !» En proférant cette dernière menace, l'Indien retomba mort. Les hommes qui m'avaient suivi, en traversant la cour, envahirent l'arsenal. Avant que j'eusse pu prendre un parti, Herncastle s'élança vers eux, comme un fou furieux. « Dégagez la porte !» me cria-t-il, « et mettez-y une garde !» Les soldats reculèrent devant sa torche et son poignard. Abasourdi de cette singulière scène, je plaçai pourtant à la porte 2 sentinelles éprouvées et prises parmi les soldats de mon propre détachement. Pendant tout le reste de cette terrible nuit, je ne revis plus mon parent. Dès l'aube, comme le pillage continuait, le général Baird fit annoncer au son du tambour que tout voleur pris sur le fait serait pendu, quel que fût son grade. Afin de mieux en faire ressortir l'importance, le prévôt de l'armée appuyait de sa présence cet ordre du jour. Parmi la foule qui écoutait la proclamation, Herncastle et moi, nous nous trouvâmes face à face. Il me tendit la main comme de coutume en me disant « Bonjour ». J'attendis avant de la prendre et lui dis « Donnez-moi donc d'abord quelques détails sur ce qui a causé la mort de l'Indien dans l'arsenal, et sur ce que signifient ces dernières paroles, lorsqu'il désignait du geste le poignard que vous teniez à la main. »« Je pense, répondit Herncastle, que la mort de l'Indien est due à une blessure mortelle. Quant à ces dernières paroles, je ne sais rien de plus que vous. » Je le regardai fixement. Son exaltation de la veille avait disparu. Je voulus lui laisser encore une chance de s'ouvrir à moi. « Est-ce bien tout ce que vous avez à me dire ?» lui demandai-je. « Oui, c'est tout, » fut sa réponse. Je lui tournai le dos, et jamais depuis nous ne nous sommes parlé. Il est bien entendu que ce que j'écris ici sur mon cousin n'est destiné qu'à la famille, à moins que les circonstances n'en rendent la publication absolument nécessaire. Herncastle n'a rien laissé échapper qui m'ait autorisé à instruire notre commandant des fortes préventions que j'avais conçues contre lui. On l'a plaisanté plus d'une fois sur le diamant, en lui rappelant ses fanfaronnades à ce sujet la veille de l'assaut, mais la situation qu'il a vis-à-vis de moi depuis la scène de l'arsenal suffit à lui faire garder le silence. On assure qu'il demande à changer de régiment, et dans le but avoué par lui de s'éloigner de moi. Que ce bruit soit fondé ou non, je ne puis me résoudre à devenir son accusateur public, et chacun, je crois, appréciera mes motifs. Je n'ai que des présomptions contre lui. Je ne pourrais même affirmer qu'il a tué les 2 premiers Indiens étendus à la porte, ni même le 3e dans l'arsenal, car je n'ai pas vu commettre le meurtre. Il est trop vrai que j'entendis les paroles du mourant, mais si mon cousin les attribuait au délire, comment pourrais-je contredire son assertion ? Je laisse donc nos parents communs se former une opinion d'après mon récit. Ils décideront si la version que j'éprouve maintenant pour cet homme est bien ou mal fondée. Bien que je n'attache aucune espèce d'importance à la fantastique légende du diamant, je dois avouer avant de finir que j'éprouve une frayeur superstitieuse à son sujet. C'est chez moi une conviction, ou une illusion, peu importe, que le crime entraîne avec lui son châtiment. Et je me sens convaincu de la culpabilité d'Herncastle. Et je reste persuadé qu'il regrettera pendant sa vie s'il conserve le diamant, la part qu'il a prise dans cette mystérieuse transmission, et que d'autres subiront la fatalité attachée à la pierre de lune s'ils l'acceptent de sa main. Nous verrons. Ainsi s'achève le prologue. Et maintenant commence donc la première grande partie qui s'appelle tout simplement l'histoire du diamant. Première période, perte du diamant, 1848. Donc on était en 1799, là on passe en 1848. Et l'auteur vous précise que ces événements sont relatés par Gabriel Betteredge, intendant au service de Lady Julia Verinder. Chapitre 1. Dans la première partie de Robinson Crusoe, page 129, vous trouverez écrit « Alors je vis trop tard l'absurdité de tenter une entreprise avant d'en avoir calculé les charges et sans nous être rendu compte des moyens que nous avions de la mener à bonne fin. » Fin de citation. Pas plus tard qu'hier, j'ouvris mon Robinson Crusoe à cette place et ce matin, le 21 mai 1850, le neveu de Milady, M. Franklin Blake, vint me trouver et eut avec moi la petite conversation qui suit. « Betteredge, commença M. Franklin,
Je suis allée chez l'avocat pour traiter d'affaires de famille, et entre autres choses, nous avons parlé de la perte du diamant indien, qui eut lieu dans la maison de ma tante, en Yorkshire, il va y avoir 2 ans. Monsieur Brouf pense comme moi que toute cette singulière histoire devrait, dans l'intérêt de la vérité, être mise par écrit, et que le plus tôt serait le mieux. N'apercevant pas encore son but, et pensant que dans l'intérêt de la paix il est toujours désirable de partager la vie d'un avocat, je dis que je voyais comme lui. Monsieur Franklin continua. Vous savez que grâce à l'affaire du diamant, la réputation de plusieurs innocents a déjà souffert. Celle d'autres personnes peut dans l'avenir être de nouveau soupçonnée, faute d'un exposé des faits qui puisse éclairer l'intelligence de ceux qui viendront après nous. Enfin, Betteraige, je crois que monsieur Brouf et moi sommes tombés d'accord sur la meilleure manière de mettre la vérité en évidence. Tout cela pouvait les satisfaire infiniment, mais je ne découvrais pas en quoi cela, moi, me regardait. Monsieur Franklin reprit. Nous avons une série d'événements à raconter et quelques-unes des personnes qui s'y trouvent mêlées sont en état d'en faire la narration. En partant de ce principe, nous avons songé que chacun de nous devrait écrire l'histoire de la pierre de lune, en tant que nous y avons été mêlés et rien de plus. Il faudrait d'abord montrer le diamant tombant entre les mains de mon oncle Ernst Cassel lorsqu'il y a 50 ans il servait dans l'armée des Indes. Je possède déjà une sorte de préface à notre récit. C'est un ancien papier de famille, où la rédaction des faits est certifiée par un témoin oculaire. Puis, on raconterait comment le diamant arriva en la possession de ma tante, il y a 2 ans, dans sa maison du Yorkshire, et comment il se fit que moins de 12 heures après, la pierre de lune était perdue. Personne ne connaît aussi bien que vous, Betteraige, ce qui se passa dans la maison à cette époque. Nul n'est donc plus autorisé que vous à prendre la plume et à commencer ce récit. C'est ainsi que j'appris ce que j'avais à démêler dans l'affaire du diamant. Si vous êtes curieux de savoir quel parti je pris à ce moment, je vous annoncerai que je fis ce que probablement vous auriez fait à ma place. Je me déclarai humblement incapable d'entreprendre la tâche requise, bien qu'au fond je fusse persuadé que je la remplirais fort bien si je laissais un libre essor à mes facultés personnelles. Monsieur Franklin, j'imagine, dut lire sur mon visage mes sentiments intimes car il refusa de croire à ma modestie et insista pour que je donnasse un libre cours à mon talent. 2 heures se sont écoulées depuis que monsieur Franklin m'a quitté. À peine eut-il le dos tourné que je me suis assise à mon bureau afin d'entreprendre ma narration. Mais j'en suis encore là, bien perplexe, malgré mon intelligence naturelle. Je découvre ce qui apparut aux yeux de Robinson dans les lignes que je vous ai citées plus haut, c'est-à-dire la folie d'entreprendre une tâche avant de nous être bien rendu compte de ses difficultés. Veuillez remarquer que j'ouvris le livre par accident à ce passage, et cela seulement la veille du jour où j'acceptais témérairement la difficile besogne que j'ai devant moi. Qu'est-ce qu'un pressentiment, si cela n'en est pas un? Oh, je ne suis pas superstitieux, j'ai lu dans un temps une foule de livres, et je suis savant à ma façon. Bien qu'ayant dépassé 70 ans, je possède une bonne mémoire et des jambes à l'avenant. Donc, ne regardez pas mon opinion comme celle d'un ignorant, lorsque je vous dirai qu'un livre comme celui de Robinson Crusoe est unique dans son genre, et que personne n'en écrira plus jamais un semblable. J'ai eu recours à ce livre depuis nombre d'années, en accompagnant sa lecture de la fumée de ma pipe, et j'y ai trouvé une consolation pour toutes les difficultés de cette existence mortelle. Lorsque mon esprit s'attriste, Robinson Crusoe. Ai-je besoin d'un conseil? Encore Robinson. Autrefois, quand ma femme me tourmentait, maintenant, quand j'ai pris un petit verre de trop, toujours Crusoe. Le croiriez-vous? J'ai usé 6 exemplaires de Robinson. Lors du dernier anniversaire de la naissance de Milady, elle daigna m'en offrir un 7e. Prix 4 shillings et 6 pence. Un bel ouvrage, relié en bleu, et avec une gravure par-dessus le marché. Mais tout ce bavardage n'avance pas l'histoire du diamant, n'est-il pas vrai? J'ai l'air de divaguer. Allons, prenons une nouvelle feuille de papier, et commençons sérieusement en vous présentant nos respects. Et voilà, c'est ainsi que s'achève le chapitre 1, donc la narration de Gabriel Betteraige. Comme vous l'avez pu le voir, c'est tout un personnage, toujours avec sa pipe et son exemplaire de Robinson Crusoe. Voilà, j'ai terminé. Si vous voulez nous donner votre avis, faire des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire. Et demain, vous aurez le plaisir de continuer la lecture avec Léa, bien sûr, toujours à 18h. Voilà, très bonne soirée à tous!